Je vais parler tranquillement avec ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai sur le cœur. Et on part, tout simplement, sur cette vidéo. Alors, cette vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire, mais le problème, c'est que je trouvais qu'elle faisait pas sens. Quand je la voyais, par exemple, chez d'autres créateurs, le nombre de choses qu'on a apprises en X années d'existence, il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement dans cette notion de vouloir apprendre à des gens ce qu'on a appris. Et je t'expliquerai ça en fin de vidéo. C'est le dernier point d'ailleurs, donc reste bien jusqu'à la fin. Je t'expliquerai pourquoi j'ai mis du temps à faire cette vidéo. La première chose que j'ai apprise en 25 ans d'existence, c'est que surcommuniquer vaut mieux que sous-communiquer. J'ai grandi dans une famille, et je pense dans un milieu social de manière générale, où les gens étaient très pudiques. Il y avait une notion de retenue, de pudeur et de sous-communication. Les gens parlaient beaucoup en implicite, les gens devaient se comprendre, parce que c'est comme ça qu'on faisait les choses. Je pense que si on va plus loin, il y a cette idée selon laquelle les garçons pleurent pas. Alors c'est pas quelque chose qu'on m'a déjà dit en face, on m'a jamais dit quand j'étais petit arrête de pleurer, un garçon ça doit pas pleurer, mais c'est quelque chose qu'on m'a montré plus ou moins directement. Par exemple, j'ai jamais vu une figure masculine dans ma vie pleurer. Donc c'est des choses que t'intériorises avec le temps, tu peines à exprimer tes sentiments, tu peines à communiquer avec les gens en fait, et je me suis rendu compte que cette sous-communication, elle pouvait être très pénible. Elle est pénible déjà d'un point de vue individuel, c'est-à-dire qu'en gros, t'as des problèmes, t'as des soucis, t'as des trucs des fois sur le cœur avec des gens et tout, et tu le dis pas, et tu portes un peu des fois tout le poids du problème sur tes épaules, mais aussi pour les gens en face de toi. J'ai vécu des relations amicales, même amoureuses, où la sous-communication est venue détruire la relation, purement et simplement. Et aujourd'hui, on remarque ce changement chez moi, on me dit que des fois, j'en dis peut-être trop, je parle trop. Quand il y a un problème, je monte trop au créneau pour régler tout de suite le problème, pour communiquer avec la personne, parce que je pense que j'ai trop été marqué par cette sous-communication, que je garde encore aujourd'hui, hein. Enfin, surtout dans les émotions, je pense. J'ai encore beaucoup de mal niveau expression d'émotions et gestion d'émotions. C'est quelque chose qui reste. Je le remarque au quotidien. Par exemple, je me laisse rarement aller à la tristesse. Et voilà, je pense que surcommuniquer, c'est toujours mieux que sous-communiquer. C'est la première chose que j'ai apprise. La seconde, c'est qu'il faut dire oui pour avoir des choses à raconter, mais il faut dire non pour avoir des choses à accomplir. Je m'explique. Il y a quelques années, j'ai lu un livre dont j'ai fait la promotion plus d'une fois sur cette chaîne, qui s'appelle Essentialisme, de Greg McKeown, qui est excellentissime parce qu'il te permet d'atteindre tes objectifs et de mettre tes priorités au centre de ta vie. Et un des postulats principaux de ce livre, c'est qu'il faut apprendre à dire non aux autres pour dire oui à ses priorités. La phrase principale du livre, de mémoire, c'est « Si tu dis trop oui aux priorités des autres, tu diras non aux tiennes ». Et donc c'est une super idée, mais le problème, c'est que ça m'a pas mal matrixé en fait. J'ai fini par avoir une vision très sélective des choses auxquelles je disais oui, et donc je finissais par ne plus vivre d'expérience. Et c'est marrant parce que en octobre dernier, tu l'as peut-être vu sur cette chaîne YouTube, j'étais à Séoul, et à Séoul j'étais avec mon meilleur pote. Et un des premiers soirs, lui il voulait aller en boîte de nuit, on était arrivé le week-end, il voulait aller en boîte, et moi je voulais pas y aller. Et je lui ai sorti tout un discours sur le fait que je voyais pas l'intérêt d'aller en boîte de nuit. Déjà je suis en couple, bon ça c'est mon avis, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord, mais être en couple et aller en boîte pour moi ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun. Ça reste quand même un lieu de séduction. Et en plus parce que, fondamentalement, j'aime pas ces lieux-là, en fait. Et il m'a répondu, ouais, mais si tu vas en boîte, ça te donnera des histoires à raconter. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, dit dans ce contexte, ça m'a marqué. Et c'est une phrase que j'ai gardée. Dire oui pour avoir des histoires à raconter. Alors ça veut pas dire qu'il faut dire oui à absolument tout, mais ça veut peut-être dire que quand on a tendance à trop rester dans sa zone de confort, quand on a tendance à être conservateur sur les activités qu'on fait, et qu'on a tendance à trop dire non, bah ça peut valoir le coup de temps en temps de dire oui à des trucs, même des trucs parfois qu'on n'aime pas, auxquels on est réfractaire. Par exemple, moi les grosses soirées et les événements avec beaucoup de gens, c'est des choses que je refusais d'intégrer dans ma vie il y a encore quelques mois, et maintenant j'ai commencé à le faire. Et par exemple les events avec des gens, bah j'ai rencontré des gens grave intéressants, ça m'a ouvert des opportunités. Donc dire oui pour avoir des choses à raconter, dire non pour avoir des choses à accomplir. La troisième chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans, ou plutôt même un peu avant, parce que j'ai arrêté d'être comme ça bien avant d'avoir 20 ans, mais c'est qu'on regrette de s'énerver dans 99% des cas. Et encore, je suis gentil, je pourrais dire 100% des cas. C'est quelque chose dont je parle rarement, et parce que j'en suis, je pense, pas très fier. J'étais un enfant très colérique, mais pas colérique dans le sens crise d'ado, je m'entends pas avec mes parents et tout, non, c'était de l'hystérie. C'était un problème en fait, c'était devenu problématique pour mes proches. J'étais très colérique, et avec le temps, j'ai remarqué que cette émotion
la colère, elle était très peu constructive, la plupart du temps. J'ai eu des feedbacks à un moment de la réalité. C'est-à-dire que quand tu t'énerves et que quasiment 100% du temps, les gens te regardent comme si tu étais un animal, c'est ce qu'on appelle un feedback de la réalité. On te renvoie une image de toi et tu comprends qu'en fait, tu peux pas passer ta vie à te comporter comme ça. Donc, pendant mon adolescence, cette réflexion, elle a mûri, je me suis un peu calmé avec le temps, j'ai aussi grandi. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je laisse très rarement rentrer dans ma vie. C'est même quelque chose que, je vais être dur avec ces mots, mais que je méprise quasiment quand je le vois chez un adulte. En fait, quand je vois un adulte qui s'énerve pour des raisons illégitimes, parce évidemment, on n'est pas des robots, on a le droit de s'énerver, ça m'arrive de m'énerver. Mais quand je vois un adulte s'énerver pour des raisons un peu bêtes, que je considère comme bêtes en tout cas, je trouve ça puéril. Et peut-être que c'est parce que ça me renvoie à mon enfance justement, que je trouve ça puéril, mais on regrette toujours de s'énerver. Il y a 3 conseils que j'ai partagés par rapport à ça il y a quelques semaines dans ma newsletter. Le premier conseil, c'est de ne pas s'énerver contre des choses qui sont indépendantes de ta volonté. C'est un principe de base du stoïcisme. C'est-à-dire que si quelque chose est hors de ton contrôle, ça ne vaut pas le coup que tu cultives de l'énervement contre cette chose. Les choses que tu peux contrôler, c'est tes pensées et tes actions. Point final. À l'heure actuelle où je filme cette vidéo, on est en mai, on est à Paris, il fait froid et il pleut. C'est pas normal normalement à Paris. Je ne vais pas m'énerver pour cette raison. Je ne peux pas contrôler le temps. Donc ça vaut pas le coup que je m'énerve. La deuxième chose, c'est que je n'attribue jamais à la malveillance ce que la bêtise ou l'ignorance peuvent expliquer. Et en gros, ça part du principe que si quelqu'un fait une action, on va dire condamnable, ça sert à rien de mettre ça sur le dos de « Ah, cette personne est méchante » ou « Ah, cette personne a voulu faire du mal ». Parce qu'en fait, dans la majorité des cas, c'est ce que j'ai remarqué encore une fois à travers ma petite existence, on gagne à se dire que cette personne ne voulait pas forcément mal agir, mais qu'elle était soit ignorante, soit bête. Bête dans le sens large du terme. Il s'agit pas de commencer à mépriser les gens, mais ça revient en fait à se dire que le monde n'est pas contre nous. Moi je connais des gens qui pensent que le monde est contre eux. À l'inverse, je connais des gens qui sont à l'extrême inverse du spectre et qui ne voient jamais le mal nulle part. Et je pense qu'entre les deux extrêmes, les gens qui voient jamais le mal nulle part sont globalement plus heureux. Troisième chose, c'est simple, tu peux le faire tout de suite, c'est la respiration. Quand je m'énerve, quand je sens l'énervement monter, je respire un grand coup et très souvent, l'énervement glisse sur moi. En tout cas, quand j'ai envie de dire quelque chose de méchant à quelqu'un dans une discussion, quand je sens que mes mots vont dépasser ma pensée, une grande respiration, ça me sauve la vie. Je t'invite à lire le livre Respirer de James Nestor qui rentre en détail sur les bienfaits de la respiration. Et une bonne respiration au bon moment, très souvent, ça peut te sauver de pas mal de situations. D'ailleurs, amuse-toi à ne pas respirer pendant que tu fais du sport et tu verras que la respiration, c'est important. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans, et elle est ultra importante, c'est que je ne suis pas responsable de la réaction des gens à mes actions. À l'époque, j'avais un podcast avec mon pote Tom, qui crée aussi des vidéos sur YouTube. Allez le suivre sur ses différents réseaux, c'est du lourd. Et il me répétait une phrase, très souvent, il me disait, sous différentes formes, que quand il disait quelque chose à quelqu'un, il n'était pas responsable de la réaction qu'allait avoir la personne face à ce qu'il venait de dire, en gros. C'est un principe stoïcien qui revient souvent aussi et qui revient à pas se prendre la tête, encore une fois, avec des trucs indépendants de ta volonté. Je trouve ça ultra bien comme philosophie de vie, puisque, en fait, à partir du moment où t'agis en alignement avec tes valeurs et que t'agis de manière vertueuse et que t'es pas méchant avec les autres, tu leur dis pas des choses qui pourraient les blesser, ce que les personnes interprètent de ce que t'as dit, ce que les personnes interprètent de ce que t'as fait, ce n'est plus en ton pouvoir. Et donc encore une fois, c'est pas une raison pour devenir méchant ou égoïste, mais si les gens surinterprètent ce que j'ai dit, ce n'est pas mon souci. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par me montrer sur les réseaux sociaux. Au début, je me montrais pas, et en fait, après, avec le temps, j'ai fini par être convaincu que c'était la bonne chose à faire. Créer du contenu, développer une marque personnelle, c'est, selon moi, la meilleure chose à faire aujourd'hui, dans notre économie actuelle, pour entreprendre comme je le veux et pour lancer les projets que je veux. Et si des gens que je connais tombent sur mes vidéos et se disent que je suis, je sais pas quoi, de faire des vidéos sur internet et qui me jugent, je m'en fiche. Ça me glisse dessus en fait. J'ai créé quelque chose et je l'ai mis à disposition du monde entier pour que les personnes puissent regarder ça. Et à partir du moment où je publie, bah c'est plus en mon contrôle. J'ai fait une vidéo que je trouve bonne, j'ai écrit un mail que je trouve bon, j'ai fait un short que je trouve bien. Et à partir de là, je ne suis pas responsable de la réaction des gens à mes actions, à partir du moment où j'agis avec vertu. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans, c'est que la plupart des problèmes peuvent se régler en ajustant une asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, comme son nom l'indique, c'est une situation dans laquelle il y a 2 ou plusieurs acteurs et où une partie a une info que l'autre partie n'a pas. Très souvent, l'autre partie est prêt à faire des choses, notamment payer, pour avoir l'info. Et on va prendre l'exemple du sport, que je sors souvent. Mais aujourd'hui, si t'es pas en bonne condition physique, si t'es pas musclé, si t'es pas, quel que soit ton objectif physique, c'est parce qu'il y a une asymétrie d'information dans ta vie. Si tu
n'arrives pas à perdre du poids, sauf maladie, m'attrapez pas par le col. Si tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est que tu ne connais pas la logique de déficit calorique. Et vice-versa. Si tu n'arrives pas à en prendre, et que tu ne connais pas la notion d'excédent calorique, et tu ne sais pas l'implémenter dans ta vie. Et ça vaut pour quasiment tout. Donc la chose qu'il faut retenir de ça, c'est que tout ce que tu as à gagner aujourd'hui dans la vie, surtout à notre époque où tout est accessible, toutes les informations sont accessibles, fais preuve de curiosité. Vraiment, demande-toi toujours qui détient l'info que tu recherches. Et s'il le faut, sois même prêt à payer beaucoup d'argent pour avoir des process sur comment mettre en place ces infos. Je reprends l'exemple du déficit calorique. Il y a le fait de savoir ce qu'est un déficit calorique et il y a le fait d'avoir un plan alimentaire. Le plan alimentaire, c'est une implémentation de comment mettre en place un déficit calorique pour laquelle tu es prêt à payer un coach, un nutritionniste, ce que tu veux. La bonne info donnée au bon moment, elle peut totalement changer ta vie. Apprends à pointer du doigt les asymétries d'informations dans ton quotidien et apprends à les régler en faisant preuve de curiosité. La 6e chose, c'est que tu peux pas tout faire tout seul. Je fais un peu une boucle avec mon premier point, né dans un environnement avec beaucoup de pudeur, beaucoup de fierté. Donc, né dans un environnement où les gens sont fiers de dire qu'ils se sont fait tout seuls. Pendant longtemps, j'étais en mode, moi je peux me faire tout seul, sans l'aide de personne. J'ai toujours eu certaines ambitions en termes de revenus, en termes de carrière, en termes d'envie dans la vie. Je me rappelle même que au collège, on faisait des stages de 3e. Je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, mais en gros, c'était le fait d'aller pendant une semaine dans une entreprise pour se professionnaliser. Encore une chose de l'éducation nationale qui sert pas à grand chose, mais on avait ça. Et je me rappelle très bien qu'on se moquait gentiment des personnes qui avaient été, entre guillemets, pistonnées. En gros, il y avait des personnes qui allaient bosser dans l'entreprise de leurs parents. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient pas cette chance, parce que, voilà, mes parents étaient pas cadres dans une boîte, ou je sais pas quoi. Donc j'ai dû me démener pour trouver un truc, j'ai dû bosser et tout. Mais on se moquait un petit peu des pistonnés, alors que je trouve que c'est bête, parce que c'est juste ça la vie, en fait. Dans la vie, on a des besoins de soutien émotionnel, déjà, des autres, donc on peut pas tout régler tout seul. C'est encore une fois mon premier point. Et on a aussi un besoin d'appui en termes d'opportunités. Les autres sont là pour nous aider. Si par exemple j'ai envie de commencer à dégager du temps pour ma chaîne YouTube, je peux engager des gens et ils vont me faire gagner du temps, tout simplement. Donc tu peux pas tout faire tout seul. Le mythe du j'ai tout fait tout seul de A à Z, comme son nom l'indique, c'est un mythe. Aide-toi des autres, apprends à voir où sont les opportunités, apprends à demander aussi, apprends à demander aux gens. Très souvent tu seras surpris de leurs réponses. Il y a des oui là où tu ne le soupçonnes pas. Donc ne pars pas du principe qu'on va te dire non quand tu demandes quelque chose. Apprends à demander aux gens leur aide, leur soutien et à voir sur quelle opportunité ça peut déboucher. 7e chose, le respect passe par l'humilité. Cette phrase, elle est d'un rappeur que j'adore, qui s'appelle SCH. Dans un de ses sons, il dit « Apprends que le respect passe par l'humilité ». Et c'est quelque chose que je me répète souvent, puisque pour moi, c'est une phrase assez parlante. Le respect, il va être envers toi, mais aussi envers les autres. Et pourquoi ce respect passe par l'humilité? Parce que, tout simplement, si tu penses que t'as fini le jeu de la vie, que t'as fini le jeu d'une compétence, et que t'as plus rien à apprendre, on appelle ça l'effet de Dunning-Kruger d'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu vas arrêter d'évoluer. Tu vas avoir une surconfiance en tes compétences, tu vas plus pouvoir aller aussi loin que tu le pourrais. Donc, sois humble par rapport à tout en fait. Dis-toi qu'apprendre une compétence, ça prend du temps. Dis-toi aussi qu'il y a des experts dans le monde et qu'il faut les respecter. Ça, c'est respecter les autres. Évidemment, tu peux émettre des doutes. Le but, c'est pas de croire tout ce qu'on te dit. Il faut un doute raisonnable dans la vie. Mais aujourd'hui, j'ai comme un feeling que les gens ont de moins en moins confiance en les experts. Et ça se ressent. Ça se ressent. On connaît tous quelqu'un à qui on parle sur une base régulière, par exemple pendant des repas de famille, disons par exemple, qui donne son avis sur tout. Et des fois, en fait, certaines questions ne sont pas une question de subjectivité. Certaines questions ont des réponses objectives. Donc quand quelqu'un qui s'y connaît plus que toi dans un domaine donne son avis, apprends à te taire. Apprends à respecter la personne en étant humble. Et respecte-toi toi-même en l'écoutant et en allant creuser de ton côté si besoin. Donc le respect passe par l'humilité. Tous les avis ne se valent pas et sur chaque sujet, il y a les experts et il y a les autres. La 8e et dernière chose que j'aurais aimé savoir au début de ma vingtaine, c'est selon moi la plus importante de cette liste, et c'est aussi pour ça que cette vidéo n'a pas vu le jour avant aujourd'hui. J'ai mis des mois à sauter le pas, parce que je me sentais pas légitime à la faire. La 8e chose, c'est qu'il y a une différence entre apprendre et comprendre. Ce que tu viens de faire en regardant cette vidéo, c'est que tu viens d'apprendre des choses. Tu viens d'apprendre qu'il valait mieux surcommuniquer que sous-communiquer, apprendre que on pouvait pas tout faire tout seul. Tu vas prendre ce que tu as envie de prendre, et tu vas laisser le reste. Mais tu n'as pas compris ces choses. Comprendre quelque chose, c'est l'expérimenter, c'est se prendre une gifle de la vie. Des séparations, des trahisons, des fins de relations, des échecs. Et il n'y a que en se prenant des murs qu'on comprend vraiment les choses. Il n'y a que en étant dans une certaine disposition qu'on comprend vraiment les choses. J'en veux pour exemple, ça m'arrive de relire certains livres et je ne comprends jamais la même chose du livre selon ce que j'ai envie de voir dans ma situation actuelle. Donc il y a vraiment une différence entre, j'ai envie de dire, le bachotage, faute d'un meilleur mot, et l'expérience de la vie. Donc expérimente la vie. Là, je t'ai donné plein de conseils. Tu peux les prendre, tu peux ne pas les prendre, mais fais des choses.
Prends-toi des murs, prends-toi des gifles, et tu comprendras la vie. À l'heure d'aujourd'hui, je suis loin d'avoir compris la vie, j'ai que 25 ans. Peut-être que dans 5 ans, cette vidéo sera différente, j'aurai appris de nouvelles choses, mais je pense qu'il y a un côté un peu bizarre et paradoxal à donner des leçons aux gens en leur disant ce qu'ils devraient savoir, alors qu'il y a certaines choses qui s'expérimentent en fait, tout simplement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on entend des gens assez fortunés, des fois dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Paradoxalement, il leur a fallu amasser une certaine somme d'argent pour s'élever à un niveau spirituel qui leur fait dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il leur a fallu en premier lieu avoir des poursuites qui peuvent paraître superficielles. Il n'y a que comme ça qu'ils ont pu en arriver à cette conclusion. Donc encore une fois, fais des choses de ta vie, expérimente, et tu comprendras. C'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce format un peu plus décousu t'a plu. J'ai pas scripté la vidéo, j'avais quelques bullet points, mais je voulais vraiment plus parler avec le cœur pour justement donner une atmosphère plus tranquille à tout ça. Donc j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je sache si je dois recommencer ce genre de vidéo. Ça m'aiderait énormément. Aussi sur la thématique des leçons que j'ai apprises en 25 ans d'existence, je suis en ce moment sur Instagram et sur TikTok en train de créer une série de vidéos courtes qui résument les leçons que j'ai apprises. Il y a certaines des leçons de cette vidéo-là, mais évidemment il y en a d'autres puisqu'il y en a 25 en tout. 25 leçons pour 25 ans. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur ces réseaux si ça t'intéresse. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.